On va s'intéresser ce soir à l'actualité au Mali. Le Mali, on le sait, qui vit sous une transition conduite par des militaires, notamment le colonel Assimi Goïta, auteur d'un nouveau coup d'État il y a quelques semaines. La junte militaire au pouvoir est en train de préparer son amnistie parce qu'on le sait, dans plusieurs constitutions, un coup d'État est passible de poursuites judiciaires. Dans nombre de pays, c'est un crime imprescriptible. Les autorités militaires de la transition malienne semblent vouloir prendre les mesures pour éviter que cela ne survienne. Et bien, qu'est-ce qu'il faut en dire? C'est la question qu'on va poser ce soir à notre invité, le directeur exécutif d'Amnesty International Togo, Dr Aimé Adi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. On sait qu'Amnesty International suit de très près la situation politique au niveau du Mali. J'ai envie d'abord de vous demander, avant qu'on aille dans les détails des sujets, une réaction plutôt d'ordre général par rapport à ce qui se passe. Comment est-ce que l'homme de la société civile que vous êtes, qui regardez, qui suivez de près les questions de respect des droits de l'homme, observe cette situation? Oui, je pense que le Mali n'est plus une école pour tout le monde. C'est devenu presque un pays connu à travers une succession de violences, mais aussi de coups d'État. On a toujours semblé croire que quand les militaires interviennent dans un pays, c'est pour restaurer l'ordre, mais malheureusement, on fait face à une succession d'événements qui se ressemblent et qui donnent toujours les mêmes conséquences. Donc la situation est quand même très préoccupante. Et le contexte géopolitique aussi de l'ensemble de tout le Sahel est un élément à prendre en compte dans le devenir même de la région ouest africaine. Donc je crois que c'est très préoccupant et je pense que ça soulève beaucoup de défis en matière des droits de l'homme, mais aussi sur plusieurs d'autres aspects, notamment économiques et sociaux. Quand vous parlez de défis en matière des droits de l'homme, est-ce que vous pensez que le contexte très particulier des deux coups d'État qui se sont succédés a été un contexte qui a porté un coup dur au respect des droits de l'homme dans ce pays? Ben évidemment, même avant les coups d'État, le fait même que les mouvements rebelles ou les djihadistes envahissent une partie du pays a eu des conséquences assez lourdes. Je pense que j'ai été aussi membre d'une mission de notre organisation à plusieurs reprises au Mali, où on a pu écouter ou voir un peu les tendances ou observer un peu les violences perpétrées par les mouvements djihadistes, surtout dans le nord et le centre du pays. Et je crois que de plus en plus, on a tendance presque à justifier ou légitimer la violence. Et c'est ce que je tente de comprendre à travers les prises de position des responsables politiques, mais aussi de ceux qui dirigent un peu ce pays. Et donc, de plus en plus, une tendance à pouvoir ne pas mettre au centre des prises d'opposition la question de la dignité de la personne. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre des terroristes, mais c'est aussi un peu de voir ceux qui sont actuellement citoyens maliens, comment on respecte ou on prend en compte la voix de ces citoyens. Dans le contexte sécuritaire que vous décrivez, que vous connaissez très bien, est-ce qu'il n'est pas un peu superflu de vouloir parler de respect des droits de l'homme? Je ne pense pas que ça soit superflu. En toute situation, je pense que... Quand vous en parlez, surtout, vous parlez pour quel camp de ce respect des droits de l'homme, surtout pour les autorités maliennes? Bien sûr. À ce que je sache, le Mali est toujours un pays. Et donc, on ne peut pas donner de la place ou de l'espace à des groupes rebelles, à des personnes qui ne respectent pas la loi. Et donc, pour l'instant, les autorités répondent précisément au nom de ce pays-là. Donc, quand on cite le Mali dans le concert des nations, effectivement, il y a des autorités qui répondent. Donc, on ne peut pas précisément s'en poser. Ceux qui sont déjà hors la loi, ils sont hors la loi. On ne peut pas s'attendre à ce que ces personnes-là puissent effectivement rester dans les normes, même si toujours les appels sont lancés à ce que aussi ces groupes aussi puissent respecter les normes internationales en matière des conflits. Et donc, je crois que c'est pas superflu. Pourquoi on fait d'abord, on protège le Mali? Pourquoi il y a une armée qui lutte? Pourquoi il y a même des contingents des Nations Unies qui se battent du côté des forces maliennes? C'est pour le respect de la dignité des Maliens. Donc on ne peut pas dire que parce qu'il y a un conflit,
on ne peut pas respecter les droits de l'homme. C'est le minimum qu'on puisse demander. On se bat, on fait tout pour protéger les frontières du Mali, c'est pour que les Maliens puissent vivre. Et donc, on vit parce que les droits de l'homme sont respectés. Mais dans le contexte malien actuel, par rapport aux autorités militaires qui sont là, c'est elles qui sont engagées dans une opération de riposte contre le terrorisme. Et s'il y a violation massive des droits de l'homme, c'est plus du côté de ces rebelles-là qui, comme vous le dites, ne respectent rien. Les autorités maliennes, c'est vrai qu'il y a quelques rapports qui sortent, qui les accusent d'exactions, mais ce n'est pas dans la même proportion. Ben, évidemment, mais le problème, c'est que même si c'est des groupes djihadistes, pour l'instant, comme je le dis, l'autorité a le plein pouvoir et les capacités toujours de faire respecter cela. Et donc, pour nous, c'est un appel qu'on lance toujours à ce que les autorités, quel que soit leur espace ou d'influence dans un territoire, puissent au maximum respecter les normes en matière des droits de l'homme. Et donc, c'est aussi le rôle de la communauté internationale de travailler à ce que la paix revienne dans ce pays. Et donc, dans ce sens-là, s'il y a des forces extérieures ou intérieures qui soutiennent ces groupes rebelles, que ces personnes-là puissent répondre de leurs actes. C'est d'ailleurs même le but de nos positions. Ce n'est pas pour qu'on puisse garantir l'impunité pour des faux djihadistes, mais c'est que quand un travail est fait, que cela puisse servir de leçon pour toute personne ayant un point de pouvoir sur un territoire. Et quand on parle aujourd'hui d'amnistie pour la junte, vous êtes inquiet? Bon, a priori, en tant que défenseur des droits de l'homme, la question d'amnistie pose toujours débat, puisqu'on a remarqué qu'à travers l'histoire, les lois d'amnistie ont fait entorse à des processus de réconciliation, mais aussi du respect de l'impunité, de la lutte contre l'impunité, pardon. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'une décision allant dans le domaine de l'amnistie doit être assez précise, avec des contours et des lignes fortes qui intègrent la question du droit international en matière des droits de l'homme. Donc, c'est fondamental. Et donc, ça peut inquiéter parce que forcément, il y a des victimes et que ces victimes doivent avoir accès aux voies judiciaires pour que demain cela ne se répète plus. Je pense qu'on a vécu, je pense qu'il y a probablement des personnes qui vont se dire non, on est en période de guerre, il faut toujours trouver des moyens pour pouvoir légitimer ce qu'on peut faire pour faire cesser la guerre. Mais on l'a dit depuis fort longtemps, et on l'a vu aussi dans plusieurs pays, qu'à chaque fois qu'on veut faire taire la question des droits de l'homme, on ne résout jamais le problème. Donc, on va de coup d'État en coup d'État. Je me rappelle quand il y a eu le premier coup d'État, certains ont dit, bon, oui, il fallait effectivement agir, il faut faire taire, il faut mettre une parenthèse sur les droits de l'homme et qu'on puisse aller vers une bataille qui va délivrer définitivement le peuple malien. Mais on l'a après presque à 10 ans, on est toujours au même niveau. Donc, ça veut dire que la réponse n'est pas seulement militaire. En même temps, ça veut dire que vous n'êtes pas contre l'amnistie en soi. Pour vous, il faut déterminer les conditions. C'est fondamental. L'amnistie, bon, beaucoup de pays ont recours à travers l'histoire. On peut pas nous refuser cela dans un contexte, mais cela doit répondre à un besoin, mais aussi suivre un certain nombre de règles, notamment les règles du droit international humanitaire, les règles du droit international en matière des droits de l'homme. Donc tout est là. Et donc par exemple, vous prenez la question de la torture. S'il y a des gens qui ont été torturés, vous savez très bien en la matière ce que dit la Convention des Nations Unies contre la torture. Vous avez aussi la Convention des Nations Unies sur les disparitions forcées. Donc tous ces éléments-là doivent être mis dans la balance, pour qu'on puisse s'assurer que la loi ne vienne pas causer d'autres problèmes. S'il y a par exemple des militaires qui... Je vous donne un cas. C'est pas seulement la question des djihadistes ou des civils. Il y a eu par exemple lors d'un coup d'État des militaires même qui ont été tués par d'autres militaires. Par exemple, vous prenez une telle situation. Est-ce que vous pensez qu'on peut effectivement aller vers une réconciliation tant que même au sein même des forces de sécurité censées aller lutter contre les groupes djihadistes, il y a déjà des tensions et des dissensions parce que tout simplement un groupe militaire aurait pu s'en prendre par exemple à des bérets rouges entre griffes en ce moment. Fameuse affaire béret vert, béret rouge. Donc tous ces éléments-là, la question des droits de l'homme ne c'est pas seulement juste pour un décor, mais ça pose vraiment de vrais problèmes. Et vous allez prendre les enfants de ces bérets rouges qui ont été tués, est-ce que vous pensez qu'ils seront ouverts à pouvoir effectivement aller vers une réconciliation? Donc c'est
vraiment des problèmes qui se posent, donc ce n'est pas seulement une question de position d'une organisation des droits de l'homme ou d'un activiste, mais c'est le droit international lui-même qui précise qu'il faut extrêmement faire attention dans ce genre de domaine. Mais là, on sait que l'amnistie, généralement, c'est un processus qui passe par le Parlement, qui décide de la période des personnes ou des affaires qui sont concernées par cette période. C'est pas une affaire entre Maliens, finalement? Oui, c'est une affaire entre Maliens. Mais le problème, c'est que ça peut déborder. Actuellement, vous avez une présence internationale au Mali. Donc, même si c'est une affaire entre Maliens, c'est que on sent que toute la région ouest africaine est concernée. Si le bouclier malien tombe, moi, je pense que tout est à zéro. Et en matière d'aspect sécuritaire dans la sous-région. Donc, je crois que ça peut concerner aussi beaucoup d'autres acteurs. Et puis le Mali, par le passé, nul n'était cette situation malheureuse des groupes djihadistes, a été un pays très actif dans le domaine du droit international des droits de l'homme. Et donc, dans ce sens-là, je crois qu'il y a un arsenal assez important au Mali qui peut répondre à ce besoin-là. De toute manière, je sais que bon, c'est une affaire purement aussi politique. Il faut en tenir compte. Donc, c'est des éléments, mais il faut qu'on rappelle toujours aux autorités le sens premier de leur responsabilité, c'est de protéger les citoyens maliens et non de se protéger eux-mêmes. Voilà. Oui, mais on sent le besoin aujourd'hui d'amnistier parce qu'on se dit que peut-être à l'avenir, ça va rattraper et qu'il faut éviter ça, forcément. Oui, mais il y a eu des tentatives par le passé, mais on en est où? C'est c'est la question que je me pose. Donc, pour moi, le rôle, c'est d'attirer leur attention, que ce n'est pas toujours forcément la solution au problème. Le problème, il est ailleurs. Il faut essayer de voir comment on peut poser le débat et s'assurer que l'ensemble des Maliens, la classe politique, la société civile, tout le monde s'engage vers la lutte contre le terrorisme tout en respectant la dignité des Maliens. On ne se bat pas pour seulement préserver un territoire, mais on se bat pour que les citoyens maliens puissent vivre sur le territoire. Donc, si on s'en prend à ces citoyens, je ne pense pas forcément que cela va résoudre le problème. Alors, si le Parlement malien amnistie, est-ce que la justice internationale peut entrer en action? Ça dépend des cas et des situations. Et donc, je crois que le Mali a des engagements au niveau international. Donc, ça dépend des situations. Vous savez qu'il y a déjà au moins quelques cas qui ont été déférés devant la Cour pénale internationale. Et donc, dans ce genre de situation, ça sera au cas par cas, situation par situation. Et donc, c'est à juger. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il faut vraiment que la loi précise ou soit claire sur un certain nombre de définitions. Quels sont les éléments qu'on prend en compte, la question des crimes de guerre. Et tout ça, c'est effectivement des éléments importants qu'il faut mettre en exergue. Alors ici, pour vous, du coup, si la question d'amnistie se pose aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout au long de vos propos, il faut aller au cas par cas, tenir compte des engagements internationaux du Mali surtout. Oui, effectivement, je pense que le Mali a ratifié le statut de Rome, par exemple, selon la Cour pénale internationale. Donc, s'il y a des crimes de ce genre-là, je ne pense pas qu'on puisse faire table rase du passé. Donc, c'est important que les autorités maliennes soient claires dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on ne s'attende pas, par exemple, à un départ des statuts de Rome comme on l'a vécu dans cette zone. Mais je crois que j'ai un peu plus confiance aux autorités maliennes. Mais malgré le contexte très compliqué, c'est souvent des personnes assez ouvertes sur un certain nombre de discussions. Donc, je crois. Mais est-ce que dans le contexte que vit le Mali aujourd'hui, on peut se permettre de dire, écoutez, tel est auteur de crimes abominables, on le livre à la justice internationale? C'est aux Maliens d'en décider. C'est aux Maliens d'en décider, mais de toute manière, il y a une forte observation internationale sur la question des droits de l'homme au Mali, et donc c'est dans tout le Sahel. Et donc, ça se décidera suivant les situations qui vont s'opérer. Même si c'est une force internationale aussi qui commet aussi ce genre de crimes, je crois qu'il y a toutes les procédures qui peuvent être enclenchées. Est-ce que c'est déjà bon signe que, par exemple, la Cour pénale internationale n'ait pas encore demandé à aller enquêter sur des exactions au Mali? Je sais quand même qu'il y a un cas qui a été déjà déféré. Ceux qui ont commis des actes sur les mausolées, par exemple, tout ça. Donc, on ne peut pas dire que la Cour pénale internationale n'a jamais engagé une procédure au Mali. Au contraire, je pense qu'elle est très active dans ce domaine-là et que, bon, voilà, ça pourra trouver une issue favorable par rapport au contexte.
que cela soit un bon signe ou pas, de toute manière, je crois que s'il y a vraiment une situation qui mériterait l'intervention de la Cour pénale internationale, cela va de soi. Donc, encore une fois, il ne faut pas que les gens confondent un peu l'action de la CPI avec d'autres formes d'intervention au niveau local ou régional. Donc, c'est vraiment des situations particulières et qui nécessitent vraiment l'intervention de la CPI. On n'intervient pas simplement parce qu'il y a eu tel événement ou tel cas. Il y a les juridictions nationales qui sont là pour pouvoir s'en occuper. Est-ce que là, face à tout cela aussi, vous savez, le débat qu'il y a eu sur la justice internationale elle-même, sa crédibilité interroge toujours? Oui, ça interroge, mais je vois le problème d'une autre manière. Sans cette justice-là, est-ce que vous pensez que monsieur, par exemple, l'ancien président Gbagbo serait aujourd'hui, par exemple, vivant? Ou, vous voyez, si c'était la justice nationale ivoirienne qui devait traiter son cas, est-ce qu'on en serait aujourd'hui à cette situation? Donc, on peut beau avoir des critiques, c'est une institution internationale. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de parfait. Mais le problème demeure, c'est les aspects techniques qui sont là. Mais on en a besoin. On en a besoin parce qu'il faut quand même une instance, un mécanisme qui nous permette aussi, dans des situations particulières, de faire recours à quelque chose qui puisse répondre à un besoin. Sinon, moi, je me suis toujours interrogé pour ceux qui critiquent la CPI, par exemple. Est-ce que si M. Gbagbo, par exemple, je prends juste ce cas, je quitte le Mali pour y aller, devait être jugé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on aurait cette issue qu'on a eu? Donc, quand même, il y a un minimum de respect. Mais la CPI elle-même n'a pas fait grand-chose non plus dans cette affaire. On a eu plusieurs années de procédure pour s'entendre dire après, une procédure quasiment à charge, pour s'entendre dire après que, il n'y a rien. Donc, oui, il n'y a rien parce que tout simplement, les juges de la CPI ont été assez indépendants et clairs. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de juges comme ça dans notre pays qui peuvent comme ça d'un jour se lever et vraiment reconnaître que quelque chose ne va pas? Donc, quand même, quoi qu'on dise, quelque chose fonctionne. Quelque chose fonctionne. Donc, même si c'était le travail du bureau du procureur de prouver la culpabilité, ils n'ont pas été capables. Mais est-ce que ici, dans nos petits pays, là, des gens sont capables de démontrer par A plus B que le bureau du procureur n'ayant pas fait un vrai travail, on pourra remettre en liberté quelqu'un, surtout quand il s'agit des affaires où la politique aussi s'invite. Donc, pour moi, c'est des questions. On ne peut pas avoir une réponse définitive face à ces situations, mais il faut juste être regardant et s'assurer que il y a quand même un besoin de justice des victimes et qu'il faut quand même mettre en place des mécanismes solidifiés sur lesquels peuvent fonctionner. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple. On a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Actuellement, il n'y a que 6 pays qui autorisent les plaintes individuelles. Voilà, dans ce genre de situation, est-ce que vous pensez que les Africains ont un mécanisme qui réponde bien aux grands problèmes ou aux fléaux des conflits que nous avons actuellement en Afrique? Non, moi je dis non. Donc, je ne dis pas que la CPI, c'est la solution au problème. Non, pas du tout. Ce n'est pas la solution. Il faut d'abord qu'on ait des juridictions nationales assez consolidées, soutenues, ayant assez de moyens et indépendants pour pouvoir faire face aux problèmes que nous avons. C'est quand cela ne va pas qu'on peut faire recours à ce genre de juridiction. Donc, pour moi, c'est parfois quand même quelque chose dont on a besoin. On ne peut pas s'en passer. Parce que j'imagine quel sort on pourrait réserver à M. Gbagbo si c'était une juridiction au niveau national. En même temps, l'autre forme de critique à cette juridiction, c'est que cette cour est perçue comme une justice contre les Africains uniquement. Non, mais je crois que tous les éléments, ou les nouveaux développements ou les aspects que nous avons actuellement ne vont pas dans ce sens-là. La CPI tente d'ouvrir une procédure en Israël ou ailleurs. Vous avez vu... on sait que ça n'aboutira jamais parce que les États-Unis ont ouvertement menacé. Écoutez, c'est le joker des puissants, comme disait l'autre dans son ouvrage. L'histoire est le père de l'homme. On verra. On verra. De toute manière, ceux qui avaient rêvé de créer la CPI il y a longtemps, ils n'avaient jamais rêvé que cette cour existerait un jour. Donc, laissez le temps au temps, on verra. On verra ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas là pour soutenir la CPI. C'est pas mon rôle. Ils ont assez de communication. Mais moi, je raisonne simplement en tant qu'un citoyen de me dire que si un jour une situation particulière se présenterait, pour l'instant, je ne vois pas
une instance à laquelle une victime peut faire recours. Mais si vous lisez aussi la carte des conflits, elle se trouve pratiquement en Afrique. Et donc, parce que ça appelle à notre propre conscience. Je suis d'accord qu'on dise qu'il y a des implications extérieures et tout. Bon, on passera 50 ans encore, ou 60 ans, ou 100 ans, en justifiant un peu notre irresponsabilité face à des choix que nous devons faire. Donc, les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. On est là toujours, on revient toujours. Qu'est-ce que vous voulez? On a des conflits. Et après, on dit l'Occident s'empare de l'Afrique pour ses propres intérêts. Qu'est-ce que vous voulez? Qui laisse le champ vide, quelqu'un vient labourer. C'est tout. Mais ce qu'on aimerait voir, puisqu'il s'agit de justice internationale, c'est que quand il y a par exemple des crimes au niveau de l'Afghanistan, quand il y a des crimes au niveau du Pakistan qui sont commis par le pays qu'on sait, que cette justice puisse agir. Oui, je pense qu'il y a une procédure qui est en train d'être ouverte actuellement sur l'Afghanistan, par exemple. Donc, je crois que le champ s'ouvre. La CPI n'est en réalité qu'à ses débuts, malgré le nombre d'années qu'on donne à ces juridictions. Ça met du temps, c'est le pas. Et puis, en plus, tout ce qu'on peut dire sur cette cour-là, la plupart des cas en Afrique ont été référés par les Africains. Donc, la cour n'a pas enclenché une procédure contre la volonté des États africains. Ça veut dire que ces États n'avaient pas compris l'enjeu de cette cour avant de partir au traité de Rome? Je ne sais pas. Je ne suis pas conseiller juridique des États. Mais de toute manière, je crois que à chacun de tirer les leçons, de voir comment au niveau africain aussi on peut bâtir aussi des mécanismes. Mais si on fait des mécanismes qui sont déjà biaisés à la base, où on accorde de l'immunité au chef d'État, comment voulez-vous qu'on puisse être à un standard aussi élevé pour qu'on puisse faire confiance à ce type de juridiction? C'est à nous de réfléchir. Donc, quand on veut faire aussi quelque chose qui se rapproche d'une bonne justice, il faut aussi respecter les normes en la matière. On donne l'immunité à des chefs d'État comme si eux n'étaient pas des citoyens ou qu'ils étaient éternels sur la terre. Alors que l'histoire est le père de l'homme. On verra. Il ne faut pas juger très vite. Alors, on avait commencé par parler du Mali. Quand on regarde un certain nombre de situations qui se sont produites au Mali, on évoquait tantôt l'affaire des bérets rouges et bérets verts. Il y a eu également beaucoup d'autres exactions. On a découvert parfois des charniers humains à certains endroits. On a envie aussi de dire, quand on regarde des choses que certains pays dits démocrates font ailleurs, on ne compare pas, peut-être c'est pire que ce qui s'est fait au Mali, mais on a toujours cette focalisation quand il s'agit de l'Afrique. Je crois que c'est une interprétation aussi qui est fausse. Parce que ça dépend des médias aussi qu'on suit. Par exemple, quand vous êtes en Afrique francophone, bon, on suit beaucoup RFI et puis on a l'impression que voilà, c'est toujours... Oui, ils ont le journal Afrique, parce qu'il y a un lien étroit. Mais si vous allez ailleurs, vous voyagez, vous allez au Singapour, je ne pense pas que c'est ce que vous verrez. Voilà, c'est pas ça que vous verrez. Vous allez au Mexique, voilà, vous ne verrez pas ça. Donc, ça dépend aussi de comment on manipule l'information, de la perception que la personne elle-même a de l'information. Donc, je pense aussi que ça doit nous dire quelque chose. Pourquoi autant d'acharnement? Ça doit nous dire quelque chose. Pourquoi il faut toujours qu'à chaque élection, il y ait ce genre de problème? Pourquoi il faut... Moi, je dis toujours, au lieu toujours de jeter la pierre à l'autre, il faut toujours se poser des questions et de voir pourquoi c'est comme cela. Pourquoi quelqu'un ne peut pas à un moment donné dire, bon, écoute, ça suffit, je cède la place? Pourquoi? Pourquoi s'accrocher autant? Ça crée beaucoup de conflits. Après, maintenant, on justifie pourquoi. Et pourquoi? On dit non, c'est les Occidentaux qui nous ont vendu des armes. Comme si nous, on était des têtes fêlées, on n'avait rien, on n'a que de la farine, et que donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de trouver les moyens pour acheter ces armes. On peut dire non, quand même, non, à un moment donné. Ou bien, on me dira qu'il y a des intérêts. Oui, bien sûr, il y a des intérêts, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir. Tout le monde parle au nom de l'Afrique. J'entends les mots patriotiques et patriotisme et tout ça. C'est pas seulement quand il y a des matchs de football, à mon sens. C'est pas seulement quand il y a des matchs de football. Il faut que cela se démontre. Le bien commun, le respect du bien commun. Vous prenez les pays occidentaux. Je pense que quand il y a des scandales, il y en a. Il y a des problèmes que vous évoquez. Il y en a aussi chez eux, même parfois à un niveau plus élevé. Mais vous voyez comment la population réagit, comment les autorités elles-mêmes tremblent devant des situations et prennent des mesures. Parce qu'elles doivent remettre en cause leur propre légitimité à une période donnée. Et donc, elles ne peuvent pas s'offrir le luxe de ne rien voir ou de ne rien dire. Mais chez nous, bon, comme parfois la légitimité est confondue avec la force et la légalité,
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. Voilà, ils peuvent parler, ils peuvent manifester. Et donc, on continue la route comme cela. Et donc, de plus en plus, on fait face à des situations incontrôlées où des jeunes se radicalisent facilement. Ouais. Voilà. Donc, si je prends par là où vous avez terminé, la société civile a une grande part de responsabilité en termes de sensibilisation et d'éducation. Évidemment, c'est pour cela d'ailleurs qu'elle existe. Si vous lisez l'histoire de la naissance du troisième secteur, comme on l'appelle, c'est aussi dans ce domaine-là, c'est de pouvoir recueillir l'ensemble d'autres voix pour essayer de contrebalancer la position des autorités ou d'autres institutions qui existent dans un pays. Donc, le rôle, il est là, mais il faudrait aussi créer le cadre favorable pour que ces ONG-là puissent travailler. Quand on ne délivre pas les récépissés à temps réel aux associations, ça crée vraiment un problème en matière légale et de l'espace civique dans lequel fonctionnent les ONG dans un pays. Aimé Adi, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Merci. Directeur exécutif d'Amnesty International Togo. On va marquer tout de suite la pause, 10 minutes pour le journal et nous serons de retour pour Regard Croisé.